Bonjour Didier Guillaume. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes ministre de l'Agriculture. Violences qui se multiplient à l'endroit des permanences des députés ayant voté pour le CETA. Permanence murée, visée par des pêches pourries, des ballots de paille, des œufs. Hier, c'est la permanence de la députée de l'Oise qui a été visée. Et le porte-parole des jeunes agriculteurs de l'Oise l'a parfaitement assumé, revendiqué presque, disant qu'au fond, elle a voté pour le CETA. Je le cite, « C'est donc logique qu'elle soit visée ». Est-ce que ça vous choque ? Oui, et ce ne sont pas des méthodes. Moi, je veux lutter tous les jours contre l'agribashing. Je veux lutter tous les jours contre l'agribashing, contre ceux qui critiquent les agriculteurs, l'agriculture, contre celles et ceux qui rentrent dans les élevages, qui prennent des photos, qui sont toujours en train de montrer du doigt, à déconsidérer les agriculteurs. Mais je lutte contre l'agribashing, mais je lutte aussi contre l'antiparlementarisme. Et je pense que ces méthodes ne sont pas acceptables. On connaît les manifestations des agriculteurs, ça a toujours eu lieu, le fumier déversé, des pêches pourries, etc., devant les préfectures. Oui, ça peut arriver, ce sont des méthodes. Mais ce que je demande vraiment à la FNSEA, au JA et aux agriculteurs, c'est certes de revendiquer, c'est leur rôle. C'est certes de pouvoir avoir des divergences avec le gouvernement, c'est la démocratie. C'est évidemment de pouvoir être contre le CETA. Mais sans prendre des parlementaires, parce qu'ils auraient voté ceci ou cela, ça, ce n'est pas de la démocratie. Et c'est cela que je condamne. La présidente de la FNSEA, Christiane Lambert, était à ce même micro. Hier, elle était mon invitée sur RMC. Elle a quand même une forme de compréhension pour cette colère dont elle estime qu'à un moment, il faut qu'elle s'exprime. Oui, je l'ai rencontrée hier après-midi pendant 2 heures, Madame Lambert. Évidemment, elle est présidente du syndicat, elle ne peut pas condamner ses actions. Mais en même temps, j'ai compris qu'elle voulait apaiser, qu'on ne peut pas arriver dans une confrontation entre les agriculteurs et les députés. Que serait un pays si chaque fois qu'un député votait un texte qui ne correspondait pas à un tel ou à un tel, à telle catégorie, il était attaqué, il était montré du doigt? Non, c'est impensable. Moi, je veux amener ma solidarité aux députés qui ont été visés, notamment quand même à Romain Gros, à Perpignan. Là, c'est pas du tout les agriculteurs, mais enfin là, c'est pareil. On attaque, on fracasse la permanence, on met le feu. Ce ne sont pas des méthodes. Il faut respecter la démocratie. Moi, j'accepte le débat, j'accepte d'être combattu politiquement, verbalement, etc. Ça, c'est pas le sujet. Mais quand on s'en prend directement à l'outil de travail, quand on vise directement un parlementaire, ça, ce n'est pas acceptable. Mais vous comprenez leurs inquiétudes sur le CETA, que le doute se soit installé? Mais moi, je comprends les inquiétudes des agriculteurs. J'ai essayé de leur expliquer que leurs inquiétudes pouvaient être fondées de leur côté, que nous, on pensait que les choses ne pouvaient pas l'être. Je vais vous citer, par exemple, 2 exemples. Le CETA a été ratifié la semaine dernière. Mais ça fait plus d'1 an qu'il est entré en application. Et depuis 1 an, que s'est-il passé? Il s'est passé que les importations de viande bovine en France ont été très très faibles. Très très faible par rapport à cela. Et le vrai sujet de concurrence pour les éleveurs bovins, c'est en Europe. 97 à 98% de la viande importée en France, bovine, est importée de l'Europe. Mais je comprends leurs inquiétudes. Donc pour vous, le Canada, c'est pas une menace? Ce n'est pas une menace, mais je comprends leurs inquiétudes. C'est pour ça que le président de la République a voulu mettre une commission indépendante pour vérifier les choses, que nous avons en place avec le gouvernement un comité de suivi pour vérifier s'il n'y a pas de la concurrence déloyale. Si on n'importait pas des produits que nous ne voulions pas, la France n'importera pas l'agriculture qu'elle ne veut pas. Sauf que 2 choses. D'abord, une première sur les modalités. Quand vous dites au fond que c'est déjà appliqué depuis 18 mois, c'est l'Europe qui l'a voulu, mais enfin, avouez que c'est quand même absurde. On vous demande, à vous, politiques, représentants des Français, de voter oui ou non la ratification d'un traité qui est déjà en application. C'est un vrai problème, et moi ça me choque cela. C'est pour ça que ça ne se passera pas comme ça pour l'accord du Mercosur, parce que tout a été mélangé. En fait, l'accord sur le Mercosur peut avoir aujourd'hui des conséquences beaucoup plus néfastes. Ça sera à vérifier, là encore. Mais quand nous mettons le Mercosur, c'est les 4 pays, Uruguay, c'est le Brésil, prochain etc. traité c'est en le discussion. prochain qui est en discussion. Ça fait 20 ans qu'il est en discussion. Il sera peut-être ratifié dans 3-4 ans, nous verrons bien. Mais sur le CETA, moi, ce que je veux dire aux agriculteurs, c'est que nous allons faire des vérifications. Il faut y croire. Sauf nous allons faire des contrôles sanitaires. Didier Guillaume, vous allez faire ces contrôles sanitaires, mais les ministres canadiens eux-mêmes, juste avant la ratification, ont avoué qu'il y avait quand même des zones sur lesquelles les vérifications n'étaient pas véritablement appliquées. Je ne sais pas ce que disent les Canadiens. Moi, je vous parle au nom des Français. Vous savez, vous pouvez nous assurer à 100% qu'il n'y aura jamais de viande de bœuf qui ont été nourries de farine faite à partir de poils, faite à partir de sang séché, qui arrivera dans nos assiettes? Je ne peux pas vous le dire, pour la bonne et simple raison. Quand on a vu la viande frauduleuse entrer de Pologne... Vous ne pouvez pas nous le dire. Mais bien sûr que non, parce que s'il y a des fraudes,
Eh ben, il y a des fraudes, on les constate ou on les constate pas. Quand la viande polonaise Mais quel aveu d'impuissance, mais au quand même. contraire, je vais vous expliquer, quand la viande polonaise est entrée en France de façon frauduleuse, nous avons mis 3 jours pour la récupérer. Et nous avons récupéré 800 tonnes de viande. C'est pour vous dire que les services sanitaires français sont les plus efficaces du monde. Et ce que je peux vous dire, c'est que nous ne laisserons pas entrer en France des viandes qui ne correspondent pas aux normes de la France, qui ne correspondent pas aux normes de l'Europe. C'est cela que nous avons engagé. Vous savez, il y a seulement 23 fermes. Vous nous dites, vous ne les laisserez pas rentrer, mais en même temps, vous nous dites, je ne peux pas vous garantir à 100%. Ben oui, parce que s'il y a des fraudes, il y a des fraudes. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Moi, je suis un pragmatique. La viande polonaise, en 3 jours, on l'a récupérée. Elle ne devrait pas entrer. C'est pour ça qu'on demande de mettre en place... Il y a eu d'autres scandales de viande, vous le savez bien. mettre en place une task force en Europe pour éviter cela. Sur la viande canadienne, aujourd'hui, le bœuf canadien, aucun bœuf canadien n'est nourri avec des farines animales de ruminants qui sera importé en France. De ruminants de ruminants. Mais d'autres farines animales éventuelles. D'autres farines animales éventuelles. Pour des animaux qui sont herbivores. Mais attendez, mais ne cherchez pas la petite bête, là peut-être où il n'y en a pas. Nous, ce que nous disons, c'est qu'aujourd'hui, il y a seulement 23 fermes qui peuvent exporter de la viande en France. Seulement 23 fermes. Voilà. Au Canada. Voilà. La France importe 1,5 million de tonnes de viande bovine. 1,5 million de tonnes de viande bovine. Nous en avons importé en 2018 12 tonnes du Canada. Et on l'apprend à l'instant, il y a une autre permanence, La République En Marche, qui a été dégradée à nouveau cette nuit dans l'Ariège, à Foix, avec des jets de peinture et des inscriptions sur cette permanence. Un mot encore sur ces permanences, précisément. Est-ce que ceux qui revendiquent, on l'a vu, il y a eu le porte-parole des jeunes agriculteurs de l'Oise, le porte-parole des jeunes agriculteurs du Lot-et-Garonne, qui ont revendiqué ces actions, est-ce qu'ils seront condamnés ? Ah ben ça, je ne peux pas vous dire, ça c'est la justice. Mais est-ce que vous estimez qu'ils devraient être condamnés ? J'ai compris que Jean-Baptiste Moreau, le député de la Creuse, allait porter plainte. On verra bien comment les choses se passent. Moi, ce qui m'importe... On sait de qui il s'agit, puisque les revendications sont là. Oui, absolument. C'est que l'on apaise ce débat. Aujourd'hui, on ne peut pas continuer à avoir une coupure comme cela entre l'agriculture et la société. On ne peut pas avoir une coupure complètement entre les citoyens et les agriculteurs. Et ce genre d'action y contribue. Alors moi, je peux comprendre, je le dis très tranquillement, la détresse des agriculteurs. Le vrai sujet aujourd'hui, c'est que la plupart des agriculteurs ne gagnent pas leur vie. Les revenus sont beaucoup trop bas. C'est inacceptable. C'est pour ça que suite aux états généraux de l'alimentation, nous devons encore forcer la dose. Et moi, je vais continuer à pousser pour faire en sorte que les agriculteurs gagnent de l'argent, vivent du revenu de leur travail. Sur la filière bovine, par exemple, en exportant encore plus, en réorganisant le marché. Sur Paris, à Pauline de Malherbe, il n'y a pas 20% des restaurants où on mange de la viande française. C'est inacceptable. On mange de la viande qui vient de Pologne, on mange de la viande qui vient du Royaume-Uni, pas de la viande française. Tout cela, ce n'est plus possible. Le marché, il est fort en France. Et c'est donc de la responsabilité de tous. Bien sur sûr. La détresse des agriculteurs, il y a une nouvelle source d'inquiétude qui est celle de la sécheresse. Hier, vous avez commencé à donner les grandes lignes de la lutte contre la sécheresse. Ce plan, on va les développer. Plusieurs points, la jachère, les retenues d'eau. D'abord sur les jachères, expliquez-nous précisément, c'est donc 60 départements qui vont être autorisés à prendre le foin là où il est, et notamment dans les jachères qu'ils ont d'habitude pas le droit d'utiliser à cette période-ci de l'année. Au 1er juillet, j'avais ouvert à 24 départements, 9 la semaine dernière et 33 nouveaux, on est à 60. Mais vous savez, c'est une bataille terrible avec l'Union européenne. Nous avons passé des heures et tout le week-end à obtenir, parce que ce sont des décisions européenne. On n'a pas le droit de foucher des jachères. Pourquoi ? Tout simplement pour que le sol se reconstitue. On ne laisse pas des sols nus pour capter du carbone, l'azote. C'est dans le cadre de la lutte contre le réchauffement climatique et tout le monde le comprend bien. Et personne n'a envie de foucher des jachères en temps utile. Aucun paysan ne le fait. Sauf qu'à situation exceptionnelle, réponse exceptionnelle. Avec cette sécheresse comme on n'a jamais vu, qui fait suite à celle de l'année dernière, aujourd'hui, les agriculteurs, les éleveurs tapent ce qu'on appelle dans leur stock de fourrage qu'ils ont déjà engrangé pour l'hiver. Et à cette époque-là de l'année, les animaux doivent être dans les prés, pas dans les étables. Et ce que j'ai constaté encore dans ce déplacement la semaine dernière, c'est que les 3/4 du troupeau chez l'éleveur où je suis allé étaient à la maison et pas en train de pâturer. Il n'y a rien à pâturer. Donc, on a donné l'autorisation de faucher toutes les jachères afin de pouvoir nourrir les animaux. Et on a autorisé aussi, ce qui est absolument exceptionnel, une mesure exceptionnelle, pour les céréaliers. C'est-à-dire que les céréaliers viennent de faire leur moisson, plutôt que de broyer, de mettre dans des méthaniseurs, aujourd'hui on a autorisé à faucher des jachères de céréaliers pour faire de la solidarité entre les paysans. Et c'est ça, moi, les paysans que j'aime, les agriculteurs que j'aime, c'est ceux qui sont solidaires, qui entre eux font le travail pour s'en sortir, et ils vont s'en sortir. Sauf que Didier Guillaume, vous-même, au fond, vous montrez le paradoxe. Vous le dites,
Pourquoi c'est interdit habituellement d'utiliser les jachères? C'est parce que ces jachères sont nécessaires pour pouvoir renouveler la terre, pour pouvoir gagner l'équilibre de la terre. Sauf que, eh bien, c'est un engrenage. Chaque année, avec plus de sécheresse, on coupe ces jachères et donc on met encore plus en danger la terre. Non, Comment je ne crois faire? pas. Nous avons quand même, disons-le, en France, des sols qui sont robustes. Bon, mais c'est de la précaution. Vous savez, l'agriculture n'est pas un handicap Non, pour mais la on lutte contre le empire. réchauffement climatique. Non, on l'empire pas. On l'empire pas. L'agriculture n'est pas un handicap pour le réchauffement climatique. C'est une chance parce qu'elle capte beaucoup du carbone. Les forêts, bon, voilà. Simplement, on fait ça de façon transitoire. Mais moi, ce que j'ai proposé depuis plusieurs mois déjà, depuis le printemps, et ce qu'on a vu hier en discutant avec la présidente de la FNSEA, c'est qu'on ne peut plus faire que du conjoncturel. Il faut faire du structurel. C'est pour ça que j'ai proposé 2 mesures. Une mesure à très long terme. À très long terme, c'est changer nos pratiques culturelles. On voit bien qu'il faudra trouver demain, ça c'est la profession qui devra le faire, dans le cadre de la transition agroécologique, des nouvelles cultures, sans doute moins de maïs. Exactement, peut-être, mais nous verrons bien. Peu importe, des cultures qui consomment moins d'eau. Mais parallèlement, parce que nous sommes en période de sécheresse et que vraisemblablement ça se reproduira, nous avons besoin d'irriguer. Alors vous allez me dire, c'est totalement schizophrénique, il y a moins d'eau et vous en voulez. C'est exactement ça, vous vous retrouvez quand même au pris contraire, dans un paradoxe. Mais pas du tout, Apolline de Malherbe. C'est là toute l'objectivité du sujet. C'est parce qu'il y a de moins en moins d'eau qu'il va falloir en stocker pour en restituer à la terre. Sans ça, la terre ne s'en sortira pas, Vous ne allez produira donc pas. autoriser la construction de retenues d'eau, autrement dit des barrages? Non, des retenues collinaires. On va plus faire des barrages, les débats de Sivins, etc. Ça, vous vous rendez compte ce que ça a donné. Mais aujourd'hui, on ne peut pas regarder l'eau tomber pendant 6 mois du ciel et puis la chercher les 6 autres mois. C'est du bon sens paysan. Donc l'eau qui tombe l'hiver, il faut la retenir dans des retenues collinaires. Aujourd'hui, l'agriculture française utilise 30% de moins d'eau qu'elle en utilisait il y a 10 ou 15 ans. Donc les agriculteurs utilisent beaucoup moins d'eau. Ils ont des appareils qui font du goutte à goutte. Moi j'ai vu dans des vignes du goutte à goutte, dans des vergers du goutte à goutte. Donc ils utilisent moins d'eau. Mais il faut en retenir de celle qui tombe du ciel afin de pouvoir restituer l'été. Parce que si, pour certains endroits où il y a beaucoup de sécheresse, nous avions pu irriguer un peu un certain nombre de choses, eh ben, il y aurait encore de l'agriculture. Est-ce que vous n'avez pas peur d'avoir un impact négatif sur la faune, la flore et sur l'environnement? Alors justement, on a vu ça dans le cadre des assises de l'eau. Nous avons travaillé ça avec les ONG, avec évidemment le ministère de la Transition écologique et solidaire. On ne va pas faire cela, comme on appelle, en delà de la substitution. C'est-à-dire, évidemment, on va profiter de cela pour pomper l'eau. Il ne s'agit pas de pomper l'eau dans les nappes phréatiques. Il s'agit de récupérer celle qui tombe du ciel. Mais et de la qui n'ira pas, de fait, dans les nappes phréatiques? Elle n'ira pas en hiver, mais elle ira au printemps et en été. L'eau qui tombe du ciel aujourd'hui, elle tombe et puis elle est perdue, j'allais dire, l'hiver. Elle va dans les nappes phréatiques. Elle va dans les nappes phréatiques. Ben, nous allons les retenir, et puis quand on arrosera, on irriguera, elles iront dans les nappes phréatiques. Didier Guillaume, il n'y a aucun problème. On n'ira pas. Mais c'est très important ce sujet-là, parce que je sais que c'est un sujet d'inquiétude. Il est hors de question de réduire l'eau et d'enlever de l'eau dans les sols, dans les nappes phréatiques. Il s'agit simplement de la retenir un peu, et plutôt qu'elle tombe, par exemple, en janvier, en février, elle ira dans les nappes plus tard. Plus progressivement. Voilà. Didier Guillaume, je voudrais qu'on parle du vin. Menace d'une taxe. Donald Trump, en réponse à la taxe qui a été mise en place par la France sur les GAFA, a promis, je le cite, une mesure réciproque importante pour répondre à la bêtise de Macron. Ce sont les mots de Donald Trump. J'ai toujours dit que le vin américain était meilleur que le vin français. Est-ce que vous redoutez une véritable taxe de Donald Trump sur le vin français? Alors 2 choses d'abord. Le vin américain n'est pas meilleur que le vin français, ça je dois le dire. Que quand le président de l'Amérique parle de la bêtise de Macron, c'est inacceptable. Et je pense qu'ils ont l'occasion d'en parler, peut-être déjà fait, ou ils le feront au plus tard au G7, que Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, travaille pour éviter cela. Mais ça fait la 3e fois que le président américain menace d'une taxe. 3e fois en 1 an. On verra bien s'il l'a fait maintenant. Bien sûr que je redoute une taxe, mais c'est absurde. C'est absurde comme débat politique et économique de dire vous taxez les GAFA, on va taxer votre vin. C'est complètement débile. Pourquoi? Parce qu'on taxe les GAFA tout simplement parce qu'ils font des bénéfices énormes de millions ou de milliards d'euros ou de dollars. Et chez nous, en faisant travailler les gens de chez nous, et il n'y aurait pas de raison qu'ils ne payent pas d'impôts. Le vin, c'est totalement différent. C'est un échange. Les échanges commerciaux, ils y sont. Vous savez, on parlait du CETA. Accord ou pas accord, le vin est vendu, le fromage est vendu, le lait est vendu, toutes nos IGP sont vendues, et ces filières-là sont contentes de vendre au Canada. Mais le fait de dire qu'il
c'est sur le vin, absurde et que aujourd'hui, c'est une bêtise, est-ce que ça va suffire à calmer Donald Trump? Calmer Donald Trump, c'est un vaste sujet. En tout cas, on va essayer de négocier. Aujourd'hui, en gros, une bouteille de vin français exportée au Canada est taxée à 0,14 $, c'est-à-dire environ 16 centimes. Et le vin américain qui rentre en France est taxé à 24 centimes. S'il double, comme il l'a dit, ça sera taxé, au lieu d'être taxé à 16 centimes, ça sera taxé à 36 centimes. Bon, oui, c'est pas bien, mais enfin, je pense qu'on vendra quand même nos grands crus de Bordeaux, de Bourgogne ou d'Hermitage aux États-Unis. Didier Guillaume, un dernier mot sur François de Rugy. Il s'exprimait hier soir à mon micro sur BFM TV. Il s'estime victime, il estime que c'est injuste. Au fond, est-ce que vous estimez qu'il devrait revenir au gouvernement? Ah non, mais ça, je ne vais pas répondre à votre question. Je n'ai pas estimé quoi que ce soit sur son retour au gouvernement. Je veux d'abord amener à nouveau ma solidarité avec François de Rugy. Il a fait un acte fort en démissionnant. Aujourd'hui, la demande de nos concitoyens, elle est tellement forte d'exemplarité, de transparence, etc., que quand on est dans une situation comme ça, il n'avait pas, je crois, d'autre solution. Il a monté sa grandeur d'âme et sa grandeur politique de le faire. Ça vous a arrangé tous? Non, ça n'a rien arrangé du tout. Parce que moi, je pense, je vais vous dire, la dictature du populisme, il y en a un petit peu ras-le-bol. Donc, s'il y a des faits délictueux... Mais vous dites la dictature du populisme, mais en même temps, vous soulignez que c'est très bien qu'il soit parti, qu'il n'avait pas le choix. Je ne dis pas que c'est très bien, je dis simplement que les Français n'auraient pas compris. À l'époque de Balladur, on était mis en examen, une fois qu'on était mis en examen, on partait. On n'a jamais fait autant de lois avec François Hollande, avec Emmanuel Macron, pour la transparence de la vie publique. Et là, on arrivait à un moment où il n'y avait pas une émission de radio, une émission de télévision, un journal, sans qu'on parle de cela. Bon, ben, il s'est mis en retrait pour ne pas gêner l'action du gouvernement. Et aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il est blanchi. On s'aperçoit Donc, est-ce que la logique serait pas, si je suis bien ce que vous dites, retrait, blanchi, c'est pas à moi de répondre à cette question. Ça ne me concerne pas, ça ne me regarde pas. C'est au président de la République. Ça vous concerne un peu quand même. C'est-à-dire que c'est votre collègue. On n'a pas le sentiment que le soutien soit réel. Ah si, le soutien est réel. Moi, je l'ai appelé. Enfin, bon, bref, peu importe. Mais en tout cas, ce que je veux vous dire, c'est que c'est pas à moi de répondre à votre question. Si vous arrivez, par contre, je suis très heureux que on en soit arrivé là et qu'il soit blanchi. Merci beaucoup à Didier Guillaume d'avoir été notre invité sur BFM TV et RMC. Je rappelle que vous êtes le ministre de l'Agriculture. Merci d'avoir été avec nous. RMC.